Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. C'est officiellement la fin du procès de Diddy. Le verdict est là. Comment Diddy et ses proches ont réagi? Young Miami sort d'entre les morts pour commenter le verdict. Est-ce que c'est une victoire pour Diddy? Est-ce qu'il va sortir de prison? 4 leçons terrifiantes à retenir de ce procès. Depuis novembre 2023 qu'on est bloqué dans ce cauchemar. Et c'est cette semaine qu'on va pouvoir récupérer nos vies. Toute cette histoire était assez éprouvante et pesante de manière générale. Je suis assez contente que ce soit en grande partie terminé. Après près de 2 mois de procès, 34 témoins et des heures de témoignages obscènes, un jury de 8 hommes et 4 femmes a déclaré Sean Diddy Combs non coupable d'extorsion et de trafic sexuel, mais coupable de 2 chefs d'accusation de transport à des fins de prostitution. Le juge décide actuellement si Combs sera effectivement libéré aujourd'hui. Alors comment comprendre le verdict? C'est pas compliqué. Diddy avait 3 charges sur le dos: le RICO, crime en bande organisée, le trafic sexuel et la transportation pour la prostitution. Les jurys ont statué sur les 3 charges, mais ils ont aussi distingué les charges 2 et 3 selon la victime, Cassie ou Jane Doe. Donc coupable de transportation pour les 2 victimes, mais non coupable de trafic sexuel et surtout non coupable pour le RICO, la charge numéro 1. Malgré qu'il n'est pas totalement blanchi, c'est clairement une victoire pour Diddy et ses proches. On pouvait voir sa famille et ses avocats se réjouir de la nouvelle au sortir du tribunal. Hey yo, we love y'all. We love everybody watching. So happy. Pop's coming home. God bless. God bless the whole world. What was going through your head when the verdict was read? Happy. C'est une victoire pour Sean Combs. C'est une grande victoire pour le système des jurés. Vous avez vu le procureur du district sud de New York se jeter sur lui avec toute sa puissance. Ils ne s'arrêteront pas. Cependant, il y a un élément qui sépare chacun d'entre nous de la prison, et c'est le jury composé de 12 citoyens responsables. Nous avons eu des jurés formidables. Les jurés ont attentivement écouté chaque mot, et ils ont parfaitement saisi la situation, ou du moins assez correctement. Mais qu'est-ce que ça signifie pour Diddy concrètement? Ses problèmes ne sont pas encore tout à fait résolus. Tout de suite après le verdict, il a soumis une demande pour être libéré en attendant l'audience pour décider de sa peine. Cette audience aura lieu le 3 octobre. Les avocats de Diddy ont argumenté que les charges dont il a été reconnu coupable ne justifient pas une détention. Mais le procureur a dit que c'est bien gentil, mais le gars est toujours riche et il peut très bien s'enfuir. Et le juge était d'accord avec le procureur. Alors, libération refusée. Vous savez que là, c'est pas encore totalement gagné. Pour la sentence, le procureur peut demander jusqu'à 20 ans de prison pour cette affaire de transportation pour la prostitution. Mais je vous rassure, il y a peu de chances qu'il le fasse. En vérité, Diddy risque plutôt quelque chose comme 5 ans de prison, moins le temps qu'il aura déjà passé en tôle. Donc le gars va sortir avant Tory Lanez, c'est des barres de rire. Bref, tout ça c'est des discussions entre les avocats et le juge. On saura ce qu'il en est en octobre. En attendant, il va rester dans sa cellule. Ça lui laissera le temps d'établir la liste de toutes les personnes qu'il va faire buter à sa sortie. Je plaisante, bien sûr. Mais le premier sur la liste, on est d'accord que c'est Jay-Z. Monsieur, Diddy n'est pas mon ami. C'est ce qu'il a dit quand il se défendait contre sa propre plainte. Il a dit « Je connais pas cet homme et je suis pas dans les histoires ». Ensuite, dans l'ordre, on a Cassie, forcément, pour le principe, 50 Cent, Daphne Joy et Lil Rod. Sa plainte a été classée sans suite, mais je sais pas, j'ai peur pour lui. Ray J aussi, il a beaucoup fait le malin. Ceux qui savent ça. J'ajoute aussi Bishop T.D. Jakes. Il a dit à Oprah qu'il t'avait parlé qu'une fois dans sa vie, juste pour dire joyeux anniversaire. Le seul qui est en sécurité, c'est Kanye West, et c'est pas pour de bonnes raisons. On a eu justement quelques réactions de stars par-ci par-là. Les petites poules qui essayent de revenir dans le poulailler discretos. Tiny Harris, la femme de T.I., est partie commenter un post qui célébrait la victoire de Diddy. Elle a dit « Ouais, les gens veulent tellement vous condamner parce que vous êtes sexuellement libérés, c'est abusé ». Alors elle, faites pas attention. Je crois qu'elle a des flashbacks de quand les meufs avec qui elle faisait des plans à 3 avec son mari étaient sorties une par une pour dire que T.I. et Tiny les avaient V. C'est marrant comment les gens vont maintenant profiter du fait qu'ils soient non coupables pour trafic sexuel pour commencer à ignorer tout le côté pointeur. Je rappelle quand même que c'était pas un procès pour V, donc le résultat du verdict ne nous permet pas de dire que c'est pas un pointeur. Le truc intéressant aussi, c'est que le post sur lequel elle commente, c'est un post d'une dame qui était apparemment une amie proche de Kim Porter. Et cette dame soutient Diddy. Intéressant.
Toujours dans la catégorie poulailler, mais version audace plus, on a Young Miami. Elle sortait avec Didi juste avant que le bateau coule, et elle pensait que sa vie allait changer pour toujours. Elle transportait la coke rose de Didi dans la joie. Et quand les problèmes sont arrivés, c'était « j'ai rien vu, rien entendu ». En fait, elle avait expliqué que elle et Didi sont tombés amoureux l'un de l'autre et que leur relation a pris une tournure plutôt sentimentale sans qu'ils s'en rendent compte. Mais ses problèmes judiciaires ont fait qu'elle a dû s'éloigner de lui. Donc, elle n'a jamais vraiment parlé négativement sur lui, au contraire, mais c'est vrai qu'elle l'a lâché en pleine tempête. Aujourd'hui, il est non coupable et elle a décidé de faire sa petite story pour faire la maligne. Écoute, c'est bien, hein, j'espère que Didi ne t'en veut pas. Sinon, toi aussi, tu peux atterrir sur la liste. On a quoi d'autre encore ? L'avocat de Cassie a fait une déclaration suite au verdict. Toute cette procédure pénale a commencé lorsque notre cliente, Cassie Ventura, a eu le courage de déposer sa plainte civile en novembre 2023. Bien que le jury n'ait pas reconnu M. Combs coupable de trafic sexuel de Cassie, au-delà de tout doute raisonnable, elle a ouvert la voie pour que les jurés le déclarent coupable de transport pour la prostitution. En partageant son expérience, Cassie a laissé une empreinte indélébile à la fois sur l'industrie du divertissement et sur la lutte pour la justice. Nous devons répéter, sans aucune réserve, que nous croyons en notre cliente et la soutenons, elle qui a fait preuve d'un courage exemplaire tout au long de ce procès. Elle a montré une force incontestable et a attiré l'attention sur les réalités que vivent les femmes face à des hommes puissants de notre entourage, ainsi que sur les comportements répréhensibles qui perdurent depuis des décennies sans conséquence. Cette affaire a prouvé que le changement est plus que nécessaire et nous continuons de nous battre pour les survivantes. En ce qui me concerne, pour être honnête avec vous, je ne pense pas grand-chose du verdict. C'est-à-dire que forcément, je dirais pas que je suis contente, mais je suis pas scandalisée non plus. Le RICO, c'était joli sur le papier, mais on a suivi le procès, et on a vu les limites de leur théorie. En fait, très exactement, je pense que Didi est vraiment coupable de crimes en bande organisée. Menacer ses employés, les kidnapper, les les freak-offs sous la contrainte, séquestrer le chien des gens, l'incendie de la voiture. En fait, il y a trop de choses pour lesquelles on sait qu'il est coupable, mais il y a juste pas assez de preuves. En gros, ils ont que des témoignages. Perso, je trouve qu'il y avait pas assez de preuves pour un RICO et que les fédéraux auraient pas dû partir sur ce genre de charge-là. Mais je sais pas, c'était peut-être le seul moyen d'engager des poursuites contre lui, d'élever le niveau des charges pour que ça devienne des crimes fédéraux. Mais du coup, c'est un peu désaligné avec la réalité. J'en suis sûre que les actions de Didi sont répréhensibles d'une façon ou d'une autre. Je peux pas croire qu'avec tout ce qu'il a fait, il puisse seulement rentrer chez lui et continuer sa vie. Mais je suis pas surprise qu'au vu du procès qu'on a eu et de l'intitulé des charges, on puisse le reconnaître non coupable. Je suis pas surprise. Et à vrai dire, je suis même pas contre. Today I have a superhero idea. He's stronger than Superman and he fights for truth, justice. Only problem with this guy is he can't even activate his powers unless he touches a woman's vagina. Not a long touch, just a couple of pats. So whenever trouble breaks out, he has to run around the city and convince women to let him pat their vaginas. Please, miss, that building's on fire. Can I pat your vagina quickly? But he can't tell them exactly why. Ugh, gross, get away. So he rapes them. I know. That's the dilemma for the audience. Ce procès a été très intéressant pour moi, surtout d'un point de vue sociétal. De voir les réactions, les avis sur les réseaux, la façon dont les médias ont diffusé les infos, je vous propose de clore ce chapitre avec une discussion à propos de 4 leçons à retenir de ce procès. Allez-y en commentaire et dites ce que vous en pensez. Les médias et le tribunal, c'est 2 choses différentes. Les fédéraux nous avaient promis de démanteler une mafia, l'entreprise Combs, l'organisme qui réunit Didi et ses complices, qui commettent des crimes dans un effort coordonné. Ils ont déclaré qu'ils avaient une énorme quantité de preuves, des messages, des conversations téléphoniques, des témoignages de victimes sur des décennies, des montagnes d'huile pour bébé. C'est là où on comprend l'importance des procès et de la présomption d'innocence. C'est pas parce que les fédéraux ont écrit quelque chose dans leurs documents d'inculpation que c'est forcément vrai. Et c'est pas parce que ce sont des fédéraux que leurs preuves sont forcément irréfutables. Maintenant, à côté des éléments scandaleux fournis par les fédéraux, les médias aussi sont venus ajouter leur part et faire du sensationnel. Because P. Diddy be wanting to party, and you gotta tell him no. You got to tell him no. Rappelez-vous qu'à la base, les freak-offs étaient censés être de grandes fêtes organisées par Didi, qui rassemblaient le gratin de l'industrie et qui tournaient à l'orgie à partir d'une certaine heure. Didi filmait ces fêtes-là et gardait des enregistrements qu'il utilisait pour s'assurer de la discrétion des
participants. Et on s'imagine bien qu'avec l'alcool et la drogue qui tournaient, des débordements pouvaient avoir lieu. Ça parlait aussi de mineurs possiblement présents à ces fêtes. Demandez à Usher, il va vous raconter. Finalement, toute cette version a été totalement absente du procès et ignorée par les fédéraux. Si ce genre de fête existait bien, c'est bizarre que les fédéraux n'aient même pas trouvé une victime pour en témoigner. Même Cassie n'a jamais parlé de ça, alors qu'elle partageait la vie de Diddy pendant tout ce temps. Elle n'a jamais dit « En plus des freak-offs, il me forçait à faire des orgies avec les gens de l'industrie ». Qu'en est-il aussi des pratiques homosexuelles de Diddy? Avec tous les témoins, toutes les victimes qu'on a vues, personne n'a mentionné ça. Ça fait partie des grosses rumeurs qui tournaient sur Diddy et qui voulaient montrer comment Diddy est non seulement un pervers, mais en plus il utilise les relations intimes comme des moyens de domination. Il s'attaque à l'intégrité physique des hommes pour les briser, souvent des hommes sur lesquels il a un ascendant, genre les artistes qu'il signe ou ses employés. Lil Rod nous avait parlé de ça. Encore une fois, sur des décennies de crimes, les fédéraux n'ont pas trouvé le moindre élément qui montre que Diddy fait des pratiques homo, et encore moins des pratiques homo non consenties. S'il y avait vraiment eu quelque chose, il se serait pas privé pour le balancer. Un exemple parlant, c'est le déroulement des freak-offs, que l'on connaît maintenant parfaitement. L'escorte est là pour coucher avec la go, mais jamais avec Diddy. Pourtant, les freak-offs sont genre l'expression ultime de ses fantasmes. Donc visiblement, il fantasme pas sur les gars. En soi, son orientation sexuelle n'est pas importante pour moi. Je vous dis ça juste parce que la rumeur de Diddy qui vait ses artistes hommes avait pris beaucoup d'ampleur et y a rien dans le procès qui va dans ce sens. Tout ça pour dire que je comprends que les gens puissent se sentir un peu trompés par les fédéraux et par ce procès de manière générale. Rappelons quand même que les fédéraux ne sont pas garants de ce qui est dit sur les réseaux, mais quand même, eux aussi n'ont pas vraiment tenu leurs promesses. Et si on est un peu dans les conspirations, on peut se dire que c'est carrément suspect ce soufflet qui retombe. Les fédéraux ont causé toute cette tempête médiatique pour que finalement le gars soit innocenté sur la majorité des charges. Les gens oublieront le verdict, mais les 1000 bouteilles d'huile pour bébé, ils pourront jamais oublier. Dites en commentaire l'info choquante qui va rester gravée dans vos têtes. Moi perso, je sais pas pourquoi, je suis restée bloquée sur la scène des freak-offs avec Diddy, Cassie et l'escorte Shari Hayes, a.k.a. le Punisher, quand il a raconté comment il était en train de démonter Cassie, avec Diddy qui les observait avec un voile sur la tête, et ensuite le Punisher a tellement dead ça que Diddy se lève, vient près d'eux et balance une quicheta sur la table de chevet en mode « ouais, t'as mérité ton pourboire ». Voilà, donc ça c'est bloqué dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'en peux plus de ce mec. Next. Je sais qu'on était tous sur les côtes de Diddy en mode c'est un démon, tout ça, et j'aime pas casser l'ambiance, mais force est de constater qu'on a assisté à une chasse aux sorcières. C'est de quoi ça a l'air. À ma décharge, j'ai jamais nié cette possibilité. J'avais déjà dit ça avant même que le procès ne commence, à l'époque où les plaintes civiles s'empilaient sur sa tête. Diddy qui énerve les mauvaises personnes haut placées, ses embrouilles avec Warner, avec Diageo comme je vous l'avais expliqué, et qui se retrouve complètement anéanti médiatiquement parlant. En termes d'image, il pourra plus jamais s'en relever de ce procès, en tout cas dans le mainstream. Et on dirait que c'était ça le but. Après le côté positif de la distinction entre médias et procès, et du tribunal des réseaux sociaux, c'est qu'on a vu un procès, et il n'a pas été reconnu des charges dont on l'accusait, donc il fera pas de prison pour ça, mais on peut choisir de le condamner dans sa vie médiatique, car il est coupable malgré tout. Coupable de violences domestiques, coupable de V, coupable de harcèlement sur ses employés, coupable de beaucoup de choses, et maintenant, tout le monde le sait. Les violences domestiques sont encore très incomprises. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir très clairement durant tout le procès et surtout lors du témoignage de Cassie. J'avais fait exprès de construire ma vidéo de telle sorte que vous soyez plongé dans le procès, dans la mesure du possible bien sûr. Mais c'était intéressant de voir que lorsqu'il s'agit de V ou de violence domestique, les contre-arguments sont toujours les mêmes et ils fonctionnent. Elles veulent l'argent, ça c'est leur punchline préférée quand il s'agit des stars. Sinon on a aussi elle a pas dit clairement non, elle ne l'a pas quitté, elle lui a envoyé des messages d'amour. Ce genre de contre-argument joue sur la croyance des gens que le V est toujours un acte physiquement violent sur une victime qui se débat, voire même que le V se fait entre deux inconnus. Ça faciliterait le travail de la police, mais malheureusement ce n'est souvent pas aussi simple. La loi demande des preuves claires, ce que l'on peut comprendre. Pourtant, c'est pas en accord avec les réalités humaines. Dire non clairement, c'est compliqué quand on est face à quelqu'un qui a un ascendant sur nous, par exemple. Un professeur, un oncle, un prêtre, ou le patron de ton label qui décide si tu peux sortir ton album ou si on attend encore 10 ans. Et même quand il n'y a pas d'ascendant, quand on est confronté à quelque chose de traumatique, comme un V, tout le monde ne réagit pas pareil. Certaines personnes vont se débattre. Mais beaucoup de victimes décrivent aussi ce moment où elles se sont figées durant l'acte. Comme
comme si leur conscience partait ailleurs, et elles voient la scène comme si elles étaient une personne extérieure. C'est un mécanisme de défense. Le cerveau déconnecte pour protéger l'individu du choc. Mais comment on prouve ça au tribunal ? Écoutez, disons que je vous tabasse tous les lundis pendant 3 mois. Restez avec moi, je vais en venir quelque part, je vous promets. Donc disons que je vous tabasse tous les lundis pendant 3 mois, et que tous les mardis, je vous demande de faire quelque chose. Quelle est votre motivation à obéir ? Est-ce qu'on peut affirmer que vous avez agi de votre plein gré, sans contrainte, puisque ce jour-là, je ne vous ai pas frappé ? Maintenant, encore une autre question. Combien de semaines de bastonnade vous pensez qu'il vous faudra pour obéir à mon ordre tous les mardis, sans même que j'ai besoin de vous le dire ? Pourtant, quand on vous dit que Cassie acceptait de faire les freak-off à cause de Didi, vous voulez ignorer qu'elle était régulièrement battue, parfois même pendant les sessions, ça a été dit. La logique veut que si quelqu'un nous a fait du mal, on ne veut plus être avec cette personne. Mais cette façon de réfléchir ne prend pas en compte les liens toxiques que l'on forme avec les gens. En réalité, les femmes victimes de violences domestiques sont parfois contraintes de rester là par la force, mais pas toujours. Souvent, ce sont les mécanismes psychologiques, c'est l'emprise qui les empêche de partir. Mais comment on prouve ça au tribunal ? Et sans parler de certains mécanismes psychologiques qui font qu'il faut parfois des mois, voire des années à une victime pour qu'elle réalise ce qu'elle a subi. Des années pour faire le travail thérapeutique nécessaire et réunir assez de force pour venir porter plainte. Et ensuite, ce temps qu'elles ont pris pour se plaindre est retourné contre elles. Ça devient la preuve qu'elles sont pas sincères parce qu'elles ont attendu entre guillemets trop longtemps. Les avocats de Didi ont délibérément joué les débiles et ont appuyé sur ce paradoxe entre ce que demande la loi et les contraintes psychologiques qu'une victime peut rencontrer. La solidarité féminine est un mythe. Comment on peut voir ou entendre parler de la façon dont Didi traite ses femmes et malgré tout décider de sortir avec lui ? Alors déjà, je vais commencer par reconnaître que si un gars comme Didi a décidé de sortir avec vous, il va très clairement vous manipuler et vous cacher qui il est vraiment. Les premiers temps de votre relation seront sûrement comme un conte de fées, grand luxe et grandes déclarations. Il sait qu'il a un lourd passé, mais son but sera justement de vous faire croire que vous êtes spécial. Je reconnais que c'est humain de tomber là-dedans. Ceci étant dit, on voit bien que le point commun entre toutes les meufs de Didi, c'est leur hostilité les unes envers les autres. Elles sont toutes jalouses de la side chick suivante et elles n'ont pas vraiment de compassion quand une autre femme vit des violences aux mains de Didi. Daphne Joy, Jane Doe, était jalouse de comment Didi traitait Young Miami et Gina. Elle était là quand Cassie a sorti sa plainte. Ça ne l'a pas empêchée de rester avec Didi. Elle, tant que son loyer était payé, c'est bon. Le gars avait son RICO sur la tête, mais elle continuait les freak-off avec lui jusqu'à son arrestation. Young Miami, qui s'embrouille avec Gina sur les réseaux et qui lui a sorti que si elle le demandait à Didi, il pourrait forcer Gina à lui bouffer la techa. Ça aussi, on va jamais oublier. Et puis Cassie, notre grande victime, elle a commencé à sortir avec Didi alors qu'il était en couple avec Kim Porter, la mère de ses enfants. Elle aussi, il la tabassait. Quand les jumelles sont arrivées, Cassie était déjà là. Elle a toujours été jalouse de la relation de Kim et Didi. Ah donc finalement, c'est Kim Porter la vraie victime. Bah non, parce que elle aussi, elle a commencé à sortir avec Didi quand il était avec sa baby mama précédente, Nissa, et qu'il l'a frappée elle aussi. C'est juste un grand cycle de bastonnade qui se répète depuis des décennies tout ça. Si c'est que t'as l'argent, tu peux pas manquer de femmes. Mais le pire, c'est que c'est comme ça dans toutes les classes sociales. T'as des go qui sont prêts à coucher avec des hommes mariés pour des nuits d'hôtel Ibis, ou bien qui se font gérer par un mec en couple autour d'un menu Big Mac. On en est là, Il y en aura toujours une, pour penser qu'elle est spéciale. Et que ce que le gars a fait à la voisine, il lui fera pas à elle. Les victimes ne sont pas parfaites, et elles n'ont pas besoin de l'être. Alors ça, c'est vraiment une leçon. Vous prenez ça, vous l'imprimez, vous l'encadrez, vous en faites un t-shirt. Daphne Joy est une escorte, Cassie était une droguée. Au moindre truc négatif que vous entendez, vous êtes prêt à retirer à la victime son statut de victime, comme si c'est moins grave de tabasser une escorte, comme si on s'en fout du consentement d'une droguée. Déjà, il y en a qui avaient déjà lâché Cassie le jour où elle a extorqué 30 millions à Didi. Toutes les victimes ne veulent pas la justice. Toutes les victimes ne sont pas traumatisées. Ça n'en reste pas moins des victimes. En fait, l'état d'esprit de la victime ne change absolument rien à l'acte qui a été commis envers elle. D'après vous, il fallait que Cassie aille au pénal raconter sa vie pour s'entendre dire, comme ça a été le cas ces 2 derniers mois, que c'est une michetonneuse qui aime la pisse, et au final que Didi soit acquittée. Comme elle serait sortie du tribunal traumatisée et toujours pauvre, là ça aurait été une vraie victime à vos yeux. En prenant l'argent, elle s'est offerte une justice qu'elle aurait sans doute pas obtenue dans une cour pénale. Elle est peut-être vénale,
Peut-être même qu'elle est secrètement contente d'avoir vécu ça pour avoir ses 30 millions. Mais encore une fois, ça change quoi aux actes qui ont été commis sur elle? Ça vous fait seulement bugger parce que ça bouleverse vos schémas de pensée plutôt enfantins qui veulent un agresseur méchant et une victime gentille. À la limite, vous pouvez avoir, moins de compassion pour elle si vous trouvez qu'elle n'est pas vertueuse, mais vous pouvez certainement pas nier ce qu'elle a vécu. De toute façon, même quand la victime est parfaite, même quand c'est le stéréotype du V dans une ruelle sombre, vous allez quand même trouver le moyen de demander comment la go était habillée. C'est effrayant de voir comment certains sont totalement désensibilisés de certains types de violences, toutes les raisons possibles de ne pas porter la faute sur l'agresseur, parce qu'en fait, dans le fond, certaines personnes s'en foutent qu'une femme se fasse V ou tabasser, genre premier degré. Il y a des gens, ça les fait même pas cligner des yeux. Et à contrario, reconnaître la culpabilité de l'homme, reconnaître qu'il y a des hommes qui V des femmes justement parce que ça leur procure du plaisir, ça risque de chambouler leur monde. The point is this. He rapes, but he saves. And he saves more than he rapes, but he probably does rape. Ça, c'était un extrait du spectacle de Dave Chappelle. C'est du stand-up, ok? Ça veut dire que c'est de l'humour, donc c'est pas à prendre à la lettre. Mais après le verdict du procès, j'ai commencé à repenser à ce passage, car je trouve qu'il illustre bien l'état de dissonance cognitive dans laquelle on accepte d'être placé quand il s'agit des stars. J'aimerais qu'on puisse faire l'effort conscient de se libérer de ce phénomène, et ne plus permettre qu'on prenne notre conscience en otage lorsqu'il s'agit de juger les actes de célébrité. J'aimerais qu'on arrête de mettre sur un même spectre le talent, le succès d'un côté et les violences de l'autre côté. Comme si l'un ne va pas sans l'autre. Comme si on ne peut pas apprécier l'un tout en condamnant l'autre. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Didi est innocent. Là vraiment les jaloux vont maigrir. Quelles leçons vous retenez de ce procès? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un problème avec la façon dont on traite collectivement les victimes de violences domestiques? Vous êtes d'accord avec le verdict? Didi mérite de rester en prison? Allez, on se parle en commentaire.